Bonjour. Donc, notre salle commence à se remplir. Donc, on va commencer pour pas prendre trop longtemps pour commencer. Donc, je voulais juste prendre un petit moment vous accueillir à notre webinaire Ottawa Bilingue aujourd'hui, la série de webinaires stratégiques gagnants, développer une idée de projet. Aujourd'hui, c'est vraiment le premier d'une série de 4 webinaires. Donc, bienvenue. On espère qu'on va vous garder pour les 4 au cours des prochains mois. Fait qu'on commence aujourd'hui vraiment avec les bases, avec le développement du commencement d'une idée de projet. Donc, c'est ça. Donc, le premier, on va parler un peu des étapes à suivre pour assurer le bon développement. On va se partager un peu les stratégies pour le développement d'une idée de projet, ainsi que les éléments à ne pas oublier dans la planification. Donc, on va commencer directement avec qui suis-je. Moi, c'est Patrick Farran. Je suis gestionnaire des projets à Ottawa Bilingue. À la fois Ottawa, ça fait maintenant presque un an. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Pour ceux qui me connaissent, ça fait du bien de se revoir. Donc, vous allez voir ici mon adresse courriel et mon numéro de téléphone. Je vais vous ajouter ça dans le chat aussi. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport au programme, par rapport aux subventions, je suis là pour vous répondre. Puis, c'est pas mal ça. En gros, il va y avoir une autre ronde qui s'en vient bientôt dans la nouvelle année aussi. Donc, sans doute qu'on va se communiquer au cours des prochains mois. Donc, de nouveau, l'information est partagée dans le chat si jamais vous avez besoin de me contacter par la suite. Donc, je vais prendre quelques instants pour discuter de c'est quoi le programme Ottawa Bilingue. Pour ceux qui ne le savent pas, on est un programme de micro-subvention pour la ville d'Ottawa pour faire la promotion du caractère bilingue d'Ottawa. On fait de la promotion et on subventionne plusieurs petits projets, plusieurs petites activités qui se passent dans la région. Puis nous autres, ce qu'on vise vraiment avec ces projets-là, c'est vraiment un bilinguisme plus présent sur l'ensemble du territoire ottawien, une meilleure cohésion entre les communautés francophones, PNMI et anglophones à Ottawa, une francophonie ottawienne plus active, vibrante, inclusive et dynamique. On essaie de travailler l'augmentation des services bilingues à Ottawa et on essaie vraiment de travailler les partenariats, travailler les collaborations entre les différents acteurs, actrices clés de la communauté ottawienne. Donc, ce n'est pas encore officiellement annoncé tous les détails, mais il y aura bel et bien une nouvelle ronde dans la nouvelle année à venir. Toute l'information sera publiée au mois de janvier, mais pour ceux qui commencent à penser s'ils veulent soumettre de nouveau dans la nouvelle année, je vous confirme que oui, il y aura une autre ronde en 2022. Donc, quelques statistiques intéressantes pour parler du programme vite fait. Donc, en 2021, on a pu octroyer 485 000 $ à la communauté ottawienne, quelque chose dans laquelle on est très fiers. Et encore, ce sera un montant très similaire remis en 2022. Heureusement, on a pu rejoindre 39 de la population d'Ottawa de 2019 à 2021. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'on a rejoint 39 de la population, soit à travers des affichages de médias sociaux, avec la signalisation publique, avec des membres de famille qui ont peut-être participé et qui en ont parlé avec d'autres gens de leur communauté. Donc, on a vraiment rejoint une très grande tranche de la population d'Ottawa. Entre juillet 2022 et juillet 2021 et février 2022, on vise 800 nouvelles activités qui vont se passer dans la région. Donc, on est très content de ça. Vous allez sans doute voir le petit logo Ottawa Bilingue qui se promène dans des affiches dans votre communauté. Et on vise aussi un 413 de nouveaux partenariats créés avec cette ronde-ci. Fait il y a beaucoup de développement qui se passe, beaucoup de projets, beaucoup de partenariats. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir tout ça qui se passe alentour de nous. Je vais parler vite fait de qu'est-ce qu'on fait sur Zoom aujourd'hui. Donc, Zoom, c'est le fun, mais ça demande quand même certaine vigilance. Donc, juste pour vous laisser savoir, seulement les personnes qui sont inscrites au webinaire aujourd'hui vont avoir accès. Seulement l'animateur, dont moi, aura le droit de parole. Juste mon écran, celui que vous voyez en ce moment, sera partagé au courant de la présentation. Et le webinaire est enregistré et sera diffusé par la suite sur YouTube pour vous laisser savoir. Par contre, le chat est ouvert. Sentez-vous libre d'écrire là-dedans, de se partager des ressources. Je garde aussi un œil ouvert sur le Q&A. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser là. Et mon collègue Turki, qui est avec nous aujourd'hui, garde un œil ouvert là-dessus aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, à utiliser les fonctions de la plateforme. Elles sont là pour vous et on garde un œil dessus. Donc, pour faire un premier test, je vous invite dans le chat à indiquer votre nom, votre quartier de résidence, votre titre d'occupation et votre organisme ou entreprise. Donc, on se fait un petit partage.
vu qu'on ne s'est pas vu du tout ou très peu dans les dernières années, on va en profiter pour faire un petit échange de voir qui est dans la salle ensemble. Donc, je vous invite en ce moment d'aller indiquer votre nom, votre quartier, votre titre et votre organisme dans le chat, s'il te plaît. Je vois déjà un Viviana qui dit bonjour, un Yasmine, salut, Anne-Marie, bonjour, ça fait bien de savoir. Bonjour Denise. Donc, je vais passer vite fait l'ordre du jour pour aujourd'hui. Notre rencontre ne devrait pas prendre trop longtemps. On vise une demi-heure en total. Vraiment passer une série de 4. On ne veut pas trop bombarder d'informations à la fois. On veut vraiment essayer de le séparer en 4. Fait qu'aujourd'hui, on a déjà parlé un peu du programme Ottawa Bilingue. On a parlé un peu de la plateforme Zoom et maintenant, on est rendu à l'ordre du jour, justement, au point 2. Donc, prochainement, nous allons discuter un peu des premières étapes d'un projet, comment cibler un public et une intention. On va ensuite parler de comment on peut viser un impact de qualité dans notre projet. On va ensuite parler du développement du concept de notre projet. Par la suite, on va toucher sur les partenariats et la participation à nos activités. On va discuter un petit peu du financement, mais vraiment juste un petit peu parce que c'est là que le prochain webinaire va entrer en jeu. On aura une petite période de questions à la fin et on va discuter des prochains webinaires qui s'en viennent vite fait à la fin. Donc, si c'est tout pour l'instant, on va commencer. Je vois que les messages apparaissent dans le chat. Ça fait du bien de voir. Donc, salut Patrick, salut Yasmine, salut Bruno. Donc, une bonne variété de gens, c'est le fun à voir. Donc, pour commencer, je vous lance la balle. Est-ce qu'on a des questions? Si oui, encore dans le Q&A, vous allez voir au bas de votre écran, vous avez l'option de poser des questions. Si ça apparaît dans le chat, je vais essayer de garder un œil ouvert là aussi. Mais la meilleure place pour les questions, ça va être vraiment dans le Q&A. Donc, premières étapes d'un projet. Ça peut sembler comme une énorme tâche. On peut être facilement mélangé dans où est-ce qu'on devrait commencer. Donc, je vais partir un petit sondage dans la plateforme. Puis la question vraiment, c'est quelle est la première étape quand tu développes un projet? Il va y avoir plusieurs options. Donc, vous êtes libre de répondre à plus qu'une option, mais c'est vraiment juste pour voir où est-ce que vous commencez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Évidemment, c'est vraiment préférentiel à chacun. Puis tout le monde, si on a déjà une idée en tête, on va partir de là. Fait qu'on parle de créer un budget, possiblement trouver du financement, trouver des partenaires, cibler un public, choisir une intention, faire un café. Ça, c'est un des plus importants pour moi. Ensuite, fait qu'on va voir qu'est-ce qui ressort. En ce moment, choisir une intention ressort beaucoup. Ensuite, créer un budget intéressant. Cibler un public, parfait. Donc, on a presque les réponses de tout le monde. Choisir une intention est celle qui ressort pas mal le plus en ce moment, je vous dirais. Donc, je vais vous partager ça juste pour le fun. Donc, c'est ça. Donc, on voit que beaucoup de gens décident de commencer avec le choix d'une intention et de cibler un public. Fait que drôlement, c'est là qu'on s'en va en prochain. Je voulais juste mentionner vite fait aussi que ce que je présente aujourd'hui est un peu la façon que moi j'aime développer mes idées de projet. Ce n'est pas une garantie que c'est ce qu'il faut suivre, mais c'est une suggestion pour essayer d'éviter d'oublier un certain élément. Évidemment, si on a déjà quelque chose en place, on commence avec ça. Mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu les éléments clés à garder en tête. Donc, on va commencer avec cibler un public. Puis, comment est-ce que connaître son public est essentiel à pouvoir commencer son idée de projet. Donc, pour clarifier, le public cible, c'est vraiment le groupe de personnes à qui on destine notre produit ou notre service. Donc, ça peut facilement être la population d'une zone géographique. Ça peut être un groupe d'âge en particulier. On peut viser peut-être un certain groupe communautaire. On peut viser un groupe de gens qui appartiennent à un certain métier. On peut viser un certain genre. Donc, dans ce sens ici, un concept qui renvoie à la dimension identitaire, historique, politique et sociale symbolique des identités sexuées. Et cette notion est en constante évolution. On peut aussi cibler un groupe marginalisé ou un groupe minoritaire. En se connaissant notre cible publique, si on vise un de ces groupes ou si on vise plusieurs groupes en même temps, ça va ensuite déterminer un peu notre approche. Comment on va viser à retenir ce public-là. C'est peut-être dans le questionnement de est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui intéresse
ce public cible-là en ce moment qu'on pourrait peut-être un peu s'attacher pour faire la promotion. On veut aussi peut-être considérer notre public cible quand on veut viser un impact personnalisé. Donc, si on a un impact on veut vraiment personnaliser, vraiment pointu pour un certain public, ça peut aussi nous aider à avancer notre projet. Évidemment, le public cible, ça va aussi déterminer le style du graphisme et du visuel. On ne va pas aller faire un gros visuel graffiti pour un projet qui vise les gens peut-être dans les centres d'âge d'or. C'est peut-être dans ce sens-là que je veux dire, on veut essayer de garder le graphisme et les visuels dirigés vers notre public cible. Et aussi, ça va nous permettre de déterminer le langage à utiliser dans la présentation de notre projet, que ce soit un langage professionnel, que ce soit un langage avec du joual, et même, ça va déterminer la langue. Est-ce qu'on fait le projet uniquement en français, uniquement en anglais? Est-ce qu'il est bilingue, trilingue? Quelle autre culture, quelle autre langue est-ce qu'on veut inclure pour rejoindre notre public cible? Fait que c'est toutes des réponses qui reviennent à nous une fois qu'on a visé notre public cible. On va maintenant passer à l'intention. Donc, connaître et garder son intention tout au long du processus permet aussi à l'évolution du projet de garder sa pertinence tout au long. Donc, certaines intentions possibles quand on est en train de déterminer un projet, ça pourrait être améliorer la vie des gens. On peut viser à donner de l'appui financier à un groupe ou à quelqu'un. On peut essayer de faire de la promotion d'une langue ou une culture. On peut essayer de distribuer de l'information. Et on peut aussi viser à faire la sensibilisation à une situation. Ce ne sont que quelques petits exemples, mais c'est vraiment quelques intentions possibles. Une fois qu'on a notre intention en tête, on sait c'est quoi l'impact, le changement qu'on veut avoir avec notre intention. C'est là qu'on peut commencer à avancer dans le comment, toutes les autres questions qui vont venir alentour de ça. Justement, je parlais un peu d'impact. Donc, comment est-ce qu'on peut viser un impact de qualité? Donc, en ce moment, on a parlé du public cible. On a parlé, je vais retourner un petit slide, on a parlé de notre intention. Maintenant, on va parler de l'impact. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer notre impact? Quelques indicateurs assez simples, ça serait le nombre de participants à notre projet ou à notre activité, le nombre de partenariats qu'on crée, les changements visibles dans la communauté. Si vous avez créé une murale, si vous avez peut-être aider à la reconstruction d'un centre dans votre région. C'est tous les changements visibles, concrets qu'on peut voir dans la communauté. On peut aussi mesurer avec les retombées économiques que notre projet, notre activité a eu. Le nombre de formations est aussi un indicateur très intéressant pour les bailleurs de fonds. Le nombre d'activités offertes est très typiquement demandé. Un sondage d'appréciation des participants est aussi une façon très facile et directe de recevoir de la rétroaction sur notre projet et qu'est-ce qu'on peut améliorer et s'il a réellement eu un impact sur nos participants. Attention par contre, parce que la façon qu'on mesure l'impact peut facilement varier d'après le bailleur de fonds. Donc, si le bailleur de fonds nous demande de mesurer le nombre de participants dans notre entente de partenariat, mais on a oublié de le faire, c'est une grosse lacune. Donc, assurez-vous dès le début que vous prenez en compte ce que le bailleur de fonds demande aussi comme indicateur de rendement. Maintenant, je vais essayer de clarifier un peu plus qu'est-ce que je veux dire comme un impact de qualité, parce que ça peut sembler un peu vague, ce terme-là. Donc, je vais faire une comparaison entre l'impact de surface et l'impact profond. Donc, dans un impact de surface, ce que je veux dire, c'est un impact qui a peu de durabilité, qui est très court terme, qui est moins personnel envers notre population visée. Tandis qu'un impact profond peut apporter des changements concrets. L'impact continue de façon long terme après la fin du projet. Et ça nous permet aussi de faire un transfert de connaissances possiblement entre générations. Fait que ce sont des exemples d'impact profond possibles. Donc, je vais vous montrer un petit graphique que j'ai préparé. En haut à gauche, on remarque impact de surface. À droite, impact profond. Ensuite, en haut ici, petite population rejointe et grande population rejointe. Donc, on peut voir qu'il y a un carré vert, 2 carrés jaunes et un carré rouge. Donc, ce que je vais expliquer maintenant, c'est que dans l'idéal des mondes, ce n'est pas toujours possible, mais vraiment dans l'idéal des mondes, on vise que l'impact qu'on crée retombe dans ce carré vert. Donc, on vise d'avoir un impact profond, un impact long terme, un impact concret, mais avec une grande population. Fait que ça, c'est viser ce carré vert, c'est quelque chose qui va beaucoup appuyer
votre demande de subvention. Maintenant, de façon réaliste, pas tous les projets vont pouvoir se rendre au carré vert. Certains projets, à cause de les limitations du projet, à cause de la nature du projet, vont être limités à une petite population rejointe. Donc, dans ces cas-là, c'est important de viser un impact profond à cette population-là. Et vice-versa, si on vise une grande population, d'au moins, que ça se peut que c'est juste un impact de surface, mais au moins de rejoindre une grande population. Donc, encore, on vise vraiment à essayer de tomber dans ce carré vert. Les carrés jaunes, c'est vraiment ce qui est plus ou moins réaliste. Et le carré rouge, c'est qu'on veut essayer d'éviter quand on vise un impact de qualité. Donc là, je vois une question de Bruno. Puis la question est, qu'est-ce qui arrive si les exigences du bailleur de fonds ne correspondent pas trop avec mes objectifs de projet? C'est une très bonne question. Typiquement, ça va tomber un peu dans ce qu'on va parler dans le financement, mais pour expliquer vite fait, quand on a un concept de projet, on veut s'assurer qu'on ait trouvé du financement qui cadre à notre projet et non assurer que notre projet cadre au financement. Quand on commence à changer notre projet pour que ça répond aux demandes du bailleur de fonds, que ça répond au financement, c'est là qu'on peut commencer à perdre la vision du projet. Tandis que si on a un projet solide qui est très justifiable au sein de la communauté pour les fonds nécessaires, ensuite, on peut aller trouver le financement qui répond à nos besoins. Ça, c'est la façon la plus solide et la plus durable de trouver du financement pour un projet que vous voulez vraiment mettre en œuvre. Donc, je vais avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'impact de qualité, par rapport au public cible, par rapport à l'intention qu'on vise? Donc, je garde un œil encore sur la page de questions. Je vois aussi que Turquie dit merci pour les réponses et bienvenue à cette session de cette série, première session de cette série de webinaires, pardon. Donc, merci encore. Et ne voyant pas de questions, je vais avancer pour l'instant. Mais s'il apparaît, je vais prendre une petite pause pour les répondre. Donc, le développement du concept. Les premières étapes sont faites. L'idée est plus ou moins là. Maintenant, quoi? Fait qu'on a notre qui, on a notre public cible, on a notre quoi, on a notre intention, puis on a notre pourquoi, on a l'impact voulu. Peut-être le quoi et le pourquoi, ils s'échangent, mais on a les réponses à ces trois questions-là. Fait que là, on vise de savoir le quand, le où et le comment. Donc, quel est le meilleur temps de l'année pour mon projet? Quelques points à considérer quand on choisit le temps de l'année pour le projet, c'est que est-ce que la date rejoint mon public cible? Est-ce qu'il y a un autre grand événement communautaire qui se passe en même temps? Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Est-ce que, disons que mon public cible, puis je vais aller très général, mon public cible, c'est les Franco-Ontariens. Puis ma date que je vise, c'est le 25 septembre pour célébrer la fête du drapeau. Par contre, je remarque qu'un autre organisme fait une fête très similaire la même date. Donc, j'ai ensuite un questionnement à faire. Est-ce que je veux quand même faire la même date et prendre le risque de diviser la population ou est-ce que j'évite la date et je me raligne sur une autre date? Ou bien, est-ce que je me connecte, je les contacte, je tente de faire un partenariat pour agrandir l'impact partagé avec l'autre organisme. Donc, c'est vraiment important à garder en tête des mois à l'avance, qu'est-ce qui se passe dans le temps qu'on vise notre projet, puis s'il y a d'autres choses qui se passent pour cette même population-là. À noter aussi, combien de temps de préparation est-ce que j'ai besoin? C'est important à noter entre la date que vous allez recevoir vos fonds et la date peut-être de votre rapport final. Assurez que vous avez assez de temps pour trouver vos ressources humaines, créer votre projet, faire la promotion, mettre en œuvre l'activité. Donc, considérez ce temps-là dans le développement, dans votre planification annuelle est très importante aussi. Une autre question, un peu comme on a mentionné tantôt, est-ce qu'il y a une fête ou une célébration qui se passe cette journée-là? C'est arrivé une couple de fois dans des projets que j'ai faits où on dit, OK, on va faire telle activité, puis on se rapproche, puis on arrive là pour réaliser soit que c'est une journée fériée ou qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a pris une congé des vacances cette semaine-là. Fait que c'est vraiment important de considérer est-ce qu'il y a une fête, des vacances, une célébration qui se passe soit cette journée-là ou dans les mêmes semaines pour l'avoir en tête, pour l'avoir à l'œil le plus qu'on se rapproche à l'activité.
En dernier, est-ce que le financement est lié à une date? Donc, est-ce que j'ai une date limite par laquelle mon projet doit être terminé et que tout est remis? Si oui, évidemment, il faut prendre ça en compte dans la planification de l'année. Donc, encore, je ne vois pas de questions, donc je vais assumer que tout va bien pour l'instant. Donc, on va parler un peu des partenariats prochainement. Donc, de bons partenariats peuvent vraiment faire toute la différence dans un projet. Est-ce que vous avez l'entourage nécessaire? Donc, une des premières questions qu'on se pose, c'est pourquoi j'ai besoin des partenariats? Ça serait quoi leur rôle? Bien, plusieurs options. La première, vraiment, c'est solidifier sa demande de financement. Comme bailleur de fonds, quand on reçoit une demande de financement et qu'il y a des partenariats, des partenaires et des partenariats d'inscrits, c'est toujours bon signe. Tandis que si quelqu'un soumet un projet ou qu'il n'y a aucun partenariat, des fois, on se questionne un peu s'ils ont pris l'effort même de contacter des gens ou s'il y a peut-être raison qu'ils n'ont pas de partenariat. Fait que des partenaires sur une demande de subvention, ça va solidifier votre demande. Aussi, ça vous permet de rejoindre un plus grand public cible, autant dans les communications et la promotion que dans le public que vous visez rejoindre. Ça vous permet aussi d'agrandir l'expérience et l'expertise que vous avez. Peut-être que les partenariats que vous apportez ont des compétences nécessaires pour viser le public cible de votre projet qui vous manque. Donc, c'est vraiment à garder en tête les expertises et les compétences qu'ils peuvent apporter à votre équipe. Ça va nous permettre aussi d'agrandir notre impact. Puis ensuite, on a un peu la question de poser, est-ce que j'ai déjà des partenaires pertinents à mon projet? Donc, est-ce que je suis déjà partenaire avec d'autres organismes, d'autres entreprises dans la région qui seraient un bon fit pour mon projet? Si oui, super, on va les approcher. Sinon, est-ce qu'il y a déjà des partenaires potentiels qui œuvrent dans le domaine de mon projet? Donc, est-ce qu'il y a un autre organisme qui fait du travail similaire que je pourrais approcher, mais qu'on jase peut-être déjà pas assez ou pas du tout. Fait que ça nous permettrait peut-être de créer un partenariat avec cette opportunité-là. Et en dernier, on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'on va demander de nos partenaires. On ne veut pas arriver et dire, on veut faire un partenariat, mais on ne sait pas pourquoi. C'est important de savoir dès le début, est-ce qu'on demande de l'appui pour la distribution d'informations ou faire de la promotion? Est-ce qu'on demande pour un partage d'espace ou un partage de ressources ou même un partage d'équipement? C'est toutes des raisons potentielles pour des partenariats, mais c'est important de le savoir avant d'approcher ces gens-là pour ne pas gaspiller leur temps et leur effort. Encore, j'espère que tout va bien. Je ne vois pas encore de questions, donc je vais avancer avec la participation. Donc, pour la participation, comment est-ce que je peux assurer la participation à mon projet? C'est toujours une grosse question qu'on se pose quand on commence à développer de quoi. On a toujours peur qu'on part la machine et qu'il n'y a personne qui arrive. Fait comment est-ce qu'on peut assurer qu'il y a des gens qui vont venir participer? Donc, facile, rappel d'inscription et d'invitation. Le fait que les gens doivent s'inscrire, souvent, va créer un sens d'appartenance à l'activité. Ça va les aider peut-être à se rappeler et avoir l'habitude de l'indiquer dans leur calendrier ou leur agenda. Et ensuite, comme organisateur, c'est important aussi d'envoyer des rappels, que ce soit avec Eventbrite, que ce soit Mailchimp ou même simplement par courriel, comme je l'ai fait pour vous aujourd'hui. Mais les rappels d'inscription et les rappels d'invitation, c'est très important pour assurer la participation. Si vous pouvez aussi envoyer un événement que les gens peuvent importer dans leur calendrier de façon virtuelle, ça, je trouve ça très gagnant quand on peut le permettre. On veut aussi essayer de créer un sentiment d'appartenance au projet. Donc, par exemple, si le projet se passe sur plusieurs étapes, dès le début, on veut que les gens se sentent comme s'il manque la prochaine activité, ils vont manquer de quoi. Donc, au fur et à mesure que ça avance, on veut agrandir l'impact, on veut continuer à augmenter le nombre de participations, si on peut, à fur et à mesure. Donc, vraiment créer un sentiment d'appartenance au projet puis que les gens soient fiers de participer à ces événements-là. On peut aussi offrir des récompenses, faire un tirage, offrir un prix de participation, offrir des cartes cadeaux ou des remerciements aux gens qui participent. Ce sont des façons assez simples, mais assez stratégiques pour garder la participation active. Une autre façon un peu plus nuancée, mais qui fonctionne quand même, c'est d'avoir un impact de qualité chez nos participants. Donc, le plus pertinent que l'activité est pour nos participants, on a une plus grande chance de rétention. Il y a une plus grande chance qu'ils vont revenir et qu'ils vont vouloir participer davantage si c'est important pour eux et si ça leur parle. En dernier, on veut vraiment viser la facilité d'accès.
autant accès à l'activité et que ça soit accessible que est-ce que l'information est claire? Est-ce que je peux facilement trouver l'information sur qu'est-ce qui se passe et c'est quoi l'activité? On a besoin que ça soit facile de comprendre qu'est-ce que l'activité sera, qu'est-ce que c'est le projet. Donc, la facilité d'accès à l'information, au projet et en général à qu'est-ce qui se passe. Donc, je vois une question. Je ne connais pas Eventbrite ou MailChimp. Parfait. Donc, je vais répondre ça tout de suite. Donc, Eventbrite et MailChimp, ce sont deux applications virtuelles différentes. Eventbrite, c'est une application de vente de billets dans un sens d'événement où on peut se créer des inscriptions. Les gens peuvent s'inscrire en travers de ça. Si on veut charger un certain montant pour des billets, on peut le faire en travers de Eventbrite et eux autres vont aussi prendre un montant pour le service. Donc, Eventbrite est une façon de s'assurer que quand les gens s'inscrivent aussi, qu'on a une liste facile qu'on peut envoyer en travers de la plateforme, en travers de Eventbrite. On peut facilement envoyer les rappels ou même pré-programmer les envois automatiques. Fait qu'on peut dire, OK, on veut que le courriel de rappel se fasse envoyer une semaine avant, un jour avant, 1 heure avant, 5 minutes avant. Fait que là, une fois que tes paramètres sont créés, les envois automatiques se font et c'est un morceau de moins à s'inquiéter dans le casse-tête. MailChimp, c'est un service d'envoi de courriel, mais en masse. Donc, des fois, on peut voir si on envoie plusieurs courriels en travers de notre Gmail. Des fois, si on a beaucoup de refus de courriel, s'il y a beaucoup de bounce-back des courriels, Gmail pourra potentiellement fermer votre compte ou mettre une pause sur votre compte. Tandis qu'avec un service comme MailChimp, quand l'envoi se fait automatiquement et qu'il y a des refus d'acceptation de courriel, ça n'a pas un effet sur votre compte et c'est plus une liste d'envoi dans ce sens-là. Fait que ce sont vraiment deux applications virtuelles utiles pour l'organisation d'événements. Donc, je remarque aussi que Bruno a posé de nouveau une question. Quelle est la stratégie pour créer le sentiment d'appartenance? Donc, il y a plusieurs stratégies. Je pense que ça, c'est vraiment, ça pourrait être son propre webinaire en soi, vraiment. Mais on va essayer de faire que les gens se sentent comme s'il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc, de créer un sentiment de happening. Ça peut être autant s'assurer qu'il y a une bonne promotion de votre activité dans plusieurs groupes différents. Ça peut être aussi de s'assurer que quand les gens participent, ils en ressortent avec quelque chose. Là, je vais parler très, très largement, mais des fois, de recevoir un T-shirt après l'activité pour un grand événement, ça fait que chaque fois qu'on remet notre T-shirt, on dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai participé à telle activité. » Puis là, la prochaine fois que l'activité se passe, si c'est une activité annuelle, par exemple, ça pourrait être une incitation ou un rappel personnel de dire « Ah oui, j'ai vraiment aimé l'activité, puis là, je veux agrandir ma collection de T-shirts de telle activité. » Donc, il y a plusieurs stratégies, mais ça retombe beaucoup dans la commercialisation, dans le marketing, puis dans les promotions que vous allez faire de votre projet. Donc, il y a une autre question de la part de Émilie Desrosiers qui est « Bonjour, serais-tu capable de donner des exemples de partenaires? Est-ce que mon partenaire pourrait être dans mon organisation ou de demande qu'il soit un partenaire de communautaire? » Donc, typiquement, dans les demandes de subvention, quand on parle de partenaire, on parle vraiment d'un organisme ou une entreprise externe de celui qui fait la demande de subvention. Donc, disons, par exemple, que l'ACFO Ottawa faisait une demande de projet pour une activité qui visait les gens 70 et plus. Eh bien, nous, on n'a pas tous l'expertise à l'ACFO Ottawa pour viser ce public cible-là. Donc, on irait approcher des organismes qui œuvrent avec ce public cible-là. Donc, peut-être retraite en action, peut-être le regroupement des aînés franco-ontariens. Fait que ça va dépendre de c'est quoi ton projet puis c'est quoi que ton organisme fait. Mais typiquement, c'est à l'externe de ton organisme ou de ton entreprise que vous allez chercher un différent organisme ou entreprise qui peut vous appuyer ou que vous avez des lacunes pour votre projet.
Donc, quand on parle du prochain développement, on a notre qui, on a notre quoi, on a notre pourquoi, on a notre quand, on a notre où, plus ou moins, ça va venir plus près du projet, puis on a notre comment. Donc, maintenant qu'on a une vision plus ou moins pour notre projet, quelle serait la prochaine étape pour vous? Je suis curieux de voir quelles seraient vos réponses. Puis quand je dis le qui, on parle encore, on a notre public cible. Le quoi, on a notre intention. Notre pourquoi, on a notre impact. Notre quand, c'était notre calendrier. Le où, ça vient un peu avec le tout. Puis le comment, c'est avec des partenariats, avec la participation que le tout va se faire. Donc, pour la prochaine étape, on va parler de comment est-ce qu'on peut présenter notre projet. Donc, une explication claire de votre vision peut faire toute une différence. Les questions à répondre avant d'aller approcher des gens, ça serait, est-ce que je peux expliquer mon projet en quelques phrases? Est-ce que si je... pardon, je vais me reprendre. Est-ce que je peux écrire mon projet en moins que 50 mots et que ça fait du sens à quelqu'un qui le lit, qui est à l'extérieur de mon organisme, qui n'y connaît rien? Donc, une présentation très claire, concise de c'est quoi notre vision, de c'est quoi notre projet. Puis, est-ce que mon projet est clair pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Donc, un exemple que j'aime beaucoup utiliser, mon ancienne DG, Asia Bessler, elle mentionnait souvent, un de ses trucs, c'était de prendre, une fois qu'elle avait un début de sa demande de subvention décrite, elle le faisait lire par un stagiaire à son organisme. Fait que le stagiaire prendrait un moment, lire le projet, puis là, on lui demandait de le réexpliquer à nous. Donc, si le stagiaire pouvait facilement lire notre explication et le réexpliquer à nous et que c'était bel et bien ce qu'on visait à faire, on savait qu'on avait une bonne explication de notre projet. Donc, de prendre quelqu'un qui ne connaît pas du tout le projet et qui est peut-être moins connaissant dans la rédaction de subventions, c'est bon d'avoir cette référence-là pour lire, pour échanger des idées de votre projet et voir si c'est clair. Ensuite, une autre question à répondre, c'est qui va m'appuyer? Est-ce que j'ai mes partenaires? Est-ce que j'ai mon équipe? Est-ce que j'ai peut-être un consultant qui va m'appuyer dans ce projet-là? Puis, est-ce que je suis en mesure d'aller présenter mon projet à ces gens-là pour confirmer leur participation? Ensuite, qu'est-ce qui me manque pour mettre en œuvre le projet? On est vraiment rendu là. Donc, est-ce qu'il nous manque des ressources humaines? Est-ce qu'il nous manque des ressources financières? Et est-ce qu'il nous manque de l'équipement? Ce sont toutes des affaires qui pourraient nous manquer à cette étape-ci, puis c'est bien normal. Mais la grande question à se poser, c'est qu'est-ce qui me manque maintenant pour avancer? Maintenant, on est rendu au financement. Donc, ça va être vraiment la dernière chose qu'on parle aujourd'hui parce que le concept qui est créé, c'est le temps de parler du cash. Mais ça va tomber un peu dans le prochain webinaire. Je voulais juste vite fait vous mentionner aujourd'hui, par contre, que justement, la prochaine étape, c'est de créer un budget. C'est d'être réaliste et essayer de prévoir les coûts surprises autant que possible. Évidemment, si des coûts surprises, on fait de notre mieux. Mais vraiment, essayer de concevoir un budget, avoir une idée des coûts attachés à notre vision et à qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et ensuite, comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est d'aller trouver du financement qui cadre avec votre projet et ne pas essayer de lier votre projet à du financement qui n'est pas pertinent. C'est vraiment important, puis c'est une règle d'or dans l'écriture de subvention. C'est vraiment faites un peu plus de recherche pour trouver le financement et les subventions qui vont vous appuyer que de modifier puis de changer votre vision pour qu'elle cadre dans le financement. Donc, ça serait le plus gros tip que je vous laisserai pour aujourd'hui. Puis là-dessus, est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'en ai pas vu apparaître depuis les 5 autres. Ah, parfait, Denise. Quelles seraient certaines stratégies pour identifier des nouvelles idées de projet, des nouvelles initiatives? Parfait. Donc, on peut voir souvent en travers du travail qu'on fait avec nos partenaires, avec notre communauté, souvent, on va entendre parler des lacunes. Moi, ce que je fais, j'ai un petit carnet que je prends mes notes tout le temps. Quand j'entends quelqu'un parler, puis ah, ça serait le fun qu'on a ça. Ou ça serait cool que ça existe. Je le prends en note. Puis des fois, ça n'a pas du tout rapport avec
avec mon rôle actuellement, mon rôle pertinent. Mais moi, c'est un peu ma stratégie de toujours avoir une liste de projets potentiels de laquelle je pourrais aller tirer. Fait que là, par exemple, j'ai peut-être 3-4 idées qui me trottent dans la tête, ça fait quelques années. Et là, je vois apparaître une opportunité de financement qui cadrait bien dans mon idée, dans mon projet potentiel. C'est là que je dis, OK, là, je le mets en œuvre, puis que je vais vraiment développer mon concept pour aller chercher ce financement-là. Mais le concept à la base existait déjà et était prêt à s'adapter à ce financement-là. Donc, c'est ça. En gros, aussi essayer d'avoir des discussions ouvertes. Aussi, dans les planifications stratégiques, on a souvent des idées qui ressortent, des lacunes qui ressortent. Puis moi, c'est vraiment viser sur les lacunes qu'on remarque dans notre communauté qui va nous permettre de développer des projets de pertinence. OK, Tréva, bonne question. Quand une demande de financement est refusée, peut-on savoir pourquoi? Une genre de rétroaction. Absolument. Ça va dépendre du financement, évidemment. Pour Ottawa Bilingue, on offre tout le temps la rétroaction. Si vous nous revenez par courriel avec un refus et vous voulez savoir pourquoi, ça nous fait plaisir de passer en travail et d'expliquer. Des fois, ça peut être autant dans la façon que la subvention a été préparée, autant que je mentionnais tantôt, peut-être un manque de partenaires ou clarification de documents. Et des fois, c'est vraiment juste que la compétition est tellement féroce pour du financement que seulement une toute petite tranche de projets qui ont été écrits de façon parfaite vont être acceptés. Donc, oui, effectivement, c'est très important de vouloir aller chercher la rétroaction. Puis pour Ottawa Bilingue spécifiquement, on vous l'offre, aucun problème. On est là pour vous, justement. Et oui, Bruno demande si on peut faire parvenir la présentation par courriel. Absolument. Elle va être diffusée sur YouTube par la suite, mais je pourrai vous faire un envoi par courriel avec le lien à ce moment-là aussi. Donc, juste un petit rappel, le prochain webinaire se passe le 17 janvier à 13 h. On va vraiment parler de la conception du budget et d'un calendrier financier à ce temps-là. Puis, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais rester encore quelques minutes si vous avez des questions. Sentez-vous libre de les écrire dans le chat. Mais ça fait le tour de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour notre webinaire Stratégie gagnante. J'apprécie vraiment votre participation et je vais vous envoyer par la suite un petit sondage de rétroaction pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les webinaires à venir. Donc, merci beaucoup d'être là et j'attends vos questions dans le chat. Merci.